après l'historienne, voici la géographe. Donc je suis géographe, je travaille moi aussi sur la question d'imaginaire. Alors, il y a déjà en géographie tout un concept qui s'appelle l'imaginaire géographique. Ce que je fais recoupe cela, mais moi je travaille plus particulièrement sur des imaginaires migratoires. Et appliqués à un pays, donc l'Égypte, donc les imaginaires migratoires égyptiens. Et donc pour faire le lien aussi avec la séance qu'on avait eue sur le nationalisme méthodologique et le cosmopolitisme, vous allez voir en fait que moi je suis du coup doublement ancrée dans cette espèce de nationalisme méthodologique, puisque d'une part je m'intéresse à un groupe qui sont des Égyptiens, et en plus, en fait, ce qui est assez intéressant avec ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que l'imaginaire migratoire égyptien, il est très fortement marqué justement par le nationalisme méthodologique. On n'est pas du tout dans un imaginaire du transnational, du cosmopolitisme. Donc ça va être la thèse, le fil directeur principal. Alors, comme cadre théorique, en fait, alors, évidemment, le fondement, mais je vais y revenir dans un instant, c'est notamment les travaux, je suis partie des travaux de Benedict Anderson, historien qui a travaillé sur les communautés imaginées, les travaux d'Apadurai, qui a travaillé sur la notion de ethnoscape, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Mais j'ai aussi travaillé avec un texte que j'ai découvert récemment, de deux sociologues, qui ont travaillé en fait sur l'imaginaire de la mobilité, et je vais vous décrire ça dans quelques instants. Et donc pour eux, ils s'intéressent à la mobilité comme un imaginaire articulant un rapport au temps, à l'espace et à la recherche d'une transformation existentielle. Donc ils parlent d'un triptyque territoire, temporalité et identité. Et moi, ce triptyque-là, il m'est tout à fait utile pour analyser ces imaginaires migratoires. Alors, déjà, premier point, parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément familier de cet imaginaire migratoire, je voudrais juste vous rappeler qu'en Égypte, il y a énormément de productions culturelles liées à cet imaginaire. Et cet imaginaire migratoire, c'est un imaginaire de l'émigration. Hein. Contrairement à nous en France, on a un puissant imaginaire migratoire, mais qui est plutôt celui de l'immigration. En France, en Égypte, vous avez une très grande visibilité de cet imaginaire de l'émigration, alors que pourtant l'Égypte est aussi un pays d'immigration. Pas dans la même mesure, mais il y a quand même une immigration. Et là, ce qui est intéressant, c'est que celui-là est complètement invisible. Il n'existe quasiment pas. Hein, alors qu'au contraire, on a cette très forte visibilité de cet imaginaire de l'émigration. Juste, peut-être... Ah, j'ai oublié mes cartes. Juste pour vous... Je les ai mis... Oui, mais bon, il faut que je regarde ce que je m'arrête, parce que je vais certainement aussi oublier de... Je vous ai tout mis, et puis après on raccourcira. Juste un tout petit rappel. Alors, on ne sait pas très bien combien d'Égyptiens à l'étranger. Les chiffres varient entre 3 à 8 millions, sur une population de 85, 86, même 88 millions d'Égyptiens. Donc c'est quand même une partie très importante de la population qui est à l'étranger. La grande chose qu'il faut retenir aussi sur cette immigration, c'est que c'est une immigration qui est récente par rapport à l'immigration maghrébine, par rapport à l'immigration turque. Elle a commencé de façon massive, surtout dans les années 70. Et ça a correspondu avec une période économique qui est celle de la libéralisation, ce qu'on appelle l'infitah, donc de l'ouverture économique. Alors que dans la période ancienne, celle de Nasser, qui était marquée par un socialisme beaucoup plus dirigiste, là il était extrêmement compliqué pour les Égyptiens de s'expatrier. Donc il y a un changement radical qui s'opère, bon je simplifie, mais qui s'opère dans les années 70, où là l'immigration devient massive. Alors, j'ai fait un plan en 3 parties, mais des parties assez déséquilibrées. La première partie, c'est une partie théorique, juste revenir un petit peu sur ce concept, qu'est-ce que c'est que cet imaginaire migratoire. La deuxième partie, c'est une partie plus d'analyse. Que nous disent... alors, parce que je ne vous ai pas l'imaginaire migratoire, mais je suis intéressée à 2 types d'imaginaires. L'imaginaire produit par la littérature égyptienne et l'imaginaire produit par le cinéma. Et donc, je vais les comparer et je vais vous expliquer ce qu'il ressort de ces 2 productions, de ces 2 types de productions culturelles. Et enfin, mais très rapidement, parce que je n'aurai pas le temps, j'avais fait une 3e partie sur la méthode, sur des pistes, sur qu'est-ce que ça implique en termes de méthode de travailler en géographe sur la littérature et le cinéma. Donc, premier point, qu'est-ce que l'imaginaire migratoire? Alors, le terme imaginaire migratoire, ça existe très peu, c'est un concept qui est assez peu répandu. Mais par contre, ce qui est très, très, très répandu, c'est l'idée de l'imaginaire lié à la migration. Hein, et donc la thématique de l'imaginaire, notamment, c'est une thématique qui est en plein essor chez les chercheurs en sciences sociales. Donc l'imaginaire est très fréquemment mobilisé.
Comme je l'ai dit à l'instant, ça s'inscrit évidemment dans la droite lignée des travaux fondateurs de Benedict Anderson sur les communautés imaginées. Ça s'inscrit aussi dans la continuité de Appadurai, mais Appadurai s'inscrivant lui-même dans cette lignée de Anderson, sur ce qu'il a appelé les ethnoscapes. Et les deux accordent une très grande attention aux imaginaires, aux migrations, comme justement outil pour façonner ces imaginaires. De la même façon qu'on peut le dire tout de suite, ils accordent aussi une très grande importance aux médias, qui évidemment jouent un rôle fondamental dans ce façonnement des imaginaires. Bon, mais si on caricature, on va dire qu'Anderson s'est plus intéressé au lien entre imaginaire et nation, et la formation des identités, des constitutions des identités nationales, alors que lui, Appadurai, est plutôt de l'imaginaire, il s'y intéresse plutôt du côté des citoyens ordinaires et en privilégiant les idées de transnational, de cosmopolitisme. Puisque son idée d'ethnoscape, ça permet il interroge en fait les reconfigurations des processus identitaires liés à des groupes qui se déplacent sur la planète, et donc il s'intéresse à quels sont ces imaginaires qui se déploient à partir du moment où les gens se déplacent et ne sont plus fortement ancrés dans un territoire d'origine. Alors, si je reviens maintenant au terme même d'imaginaire migratoire, je vous l'ai dit, il n'est pas très fréquent, enfin il existe quand même, il y a plusieurs occurrences. Les occurrences que j'ai relevées, soit chez des chercheurs français, soit chez des chercheurs, on va dire, anglophones, évoquent beaucoup plus en fait les capacités des migrants. Donc d'abord, c'est un concept lié uniquement aux migrants, et du point de vue de leur capacité à imaginer le pays dans lequel ils vont aller, leur pays de destination. Et donc souvent, c'est lié à la question de l'Eldorado, la figure de l'Eldorado. Donc si vous voulez, en fait, les occurrences de l'imaginaire migratoire sont plus liées à l'idée de projet migratoire, et à l'idée de la façon dont des migrants vont se projeter sur leur destination avant de partir. Un peu plus rarement, mais on l'a trouvé quelques fois, il est aussi associé à l'idée de retour dans la patrie d'origine. Et donc il y a un autre géographe qui s'appelle Thomas Lacroix, qui a proposé une définition de l'imaginaire migratoire centrée sur les migrants. Donc elle est ici. C'est l'ensemble des représentations qui donnent sens à l'acte migratoire et permettent aux acteurs de se positionner dans leurs relations avec les sociétés d'accueil et d'origine. Donc lui déjà, il prend les deux côtés de la migration. Alors moi, du coup, ce que je propose, c'est une vision encore plus large, pour ne pas s'intéresser au simple point de vue du migrant, mais d'englober l'ensemble des représentations produites par la société, donc incluant les non-migrants, et où l'imaginaire migratoire renvoie à un ensemble d'images, de récits, de représentations à la fois individuelles et collectives, qui forment une totalité plus ou moins cohérente sur ce thème de la migration. Et donc, pour reprendre évidemment la référence incontournable qui est Castoriadis, un magma de figures, de formes et d'images. Alors, quels peuvent être les apports potentiels de ce concept d'imaginaire ? Alors, il faut déjà prendre conscience que c'est pas seulement s'intéresser à un imaginaire, c'est pas simplement s'intéresser à des visions du monde. Ça aide aussi à penser la dimension affective des significations sociales. Ça laisse une place donc à l'analyse des émotions, du désir, du rêve. Et ces dites dimensions sont assez peu prises en compte par les sciences sociales, donc c'est une bonne façon de les étudier. On peut dire aussi, et là je reprends les termes je n'ai pas mis la citation ici, mais d'une autre personne qui a travaillé sur Wynberger, qui a travaillé aussi sur l'imaginaire, et il dit l'imaginaire apparaît aussi comme une instance d'intensification du vécu social, qui permet aux hommes de comprendre leur identité et leur place dans le monde, de se constituer une mémoire, et de faire communier des individus et des groupes à des croyances mobilisatrices et de pousser à s'engager dans des expériences sociales alternatives. Bon, ça reprend un petit peu ta première phrase que tu avais mise en exergue au début. Alors, les apports sont nombreux, il y a juste évidemment des écueils à éviter. Il faut surtout évidemment ne pas tomber dans une vision binaire qui opposerait l'imaginaire au réel. Et alors là, je n'ai pas le temps de développer, mais ce qui est intéressant, vous avez les travaux d'une géoanthropologue, Christine Chivalon, qui a travaillé justement sur Anderson, et qui montre que finalement, la vision d'Anderson de l'imaginaire est extrêmement réduite. C'est une vision très pauvre. Alors, il a suscité toute une réflexion sur l'imaginaire, mais lui, au départ, sa définition de l'imaginaire, elle est assez pauvre, puisque pour lui, en fait, l'imaginaire
se réduit uniquement à à l'absence d'interconnaissance, hein, et c'est à partir de cela qu'il bâtit toute sa réflexion sur ces communautés imaginées. Et donc là, bon, je ne vais pas développer, mais elle montre à partir des travaux de Castoriadis que l'imaginaire, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Et donc là, je reprends juste une citation: l'imaginaire social, par définition, fait exister ce qui n'existe pas, et surtout, il est la condition première à l'existence sociale, dans les contextes de coprésence des villages primordiaux, donc là elle fait référence à Anderson, comme dans les ethnoscapes globalisés, chers à Padouraï. Donc voilà très rapidement ce premier, un peu ce premier positionnement par rapport à l'imaginaire migratoire. Deuxième source théorique qui m'a beaucoup aidé, ce sont les travaux donc, de Barrère et Martuccelli sur les imaginaires de la mobilité. Donc vous voyez, on glisse un petit peu, on passe de la migration à la mobilité, mais leur proposition théorique fonctionne tout à fait bien pour c'est le cas de mes travaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, à partir d'une analyse de la littérature française, ils ont dessiné alors on va dire modèles, hein, deux types d'imaginaire de la mobilité. Ils les ont appelés constellation A et constellation B, sachant que il y a aussi toute une réflexion sur le moderne, la constellation A relevant d'une constellation dite moderne, et l'autre, que je vais vous montrer dans un instant, la constellation B, plutôt dite contemporaine. Donc il y a une idée, évidemment temporelle, mais comme ils ne veulent surtout pas que ce soit pris dans un schéma simplement linéaire, ils parlent de constellation, et c'est assez intéressant parce que du coup, ils montrent bien en fait ils partent de 5 items, donc 5 éléments, qui forment cette constellation. Mais après, ce qu'ils montrent aussi, c'est que ces items-là, ils peuvent très bien il peut y avoir des combinaisons, hein, et donc ça peut être beaucoup plus... c'est un modèle qui peut être évidemment retravaillé et remodelé. Bon, alors, j'ai pas vraiment non plus le temps de trop développer, mais je vais quand même juste très rapidement l'expliquer. Donc, dans cette... en fait, ils expliquent que dans la première constellation, l'imaginaire qui est dominant, c'est un imaginaire de la destination. Et là aussi, c'est lié à une idée du progrès, hein, l'idée que la destination va apporter quelque chose, le migrant va ressortir gagnant, il va apprendre quelque chose, il va se transformer. Et donc, ce qui domine, c'est l'imaginaire de la destination. Cet imaginaire de la destination, elle est liée à un imaginaire de l'ailleurs. Et donc là, il y a tout un passage sur l'exotisme extrêmement fort, etc. Le goût des autres, etc. Et ce goût des autres est aussi lié à ce qu'ils appellent le goût de l'aventure, et ils montrent bien que dans ce type de littérature, la mobilité, mais on pourrait dire la migration, est pensée comme une aventure, c'est-à-dire comme un moment extraordinaire qui sort du quotidien, mais aussi comme un moment clos, qui va avoir une fin et qui va se terminer par un retour à l'état normal. Ensuite, ils évoquent l'arrachement comme le départ étant lié à une décision, hein, prise par les personnages. Et il montre que dans le système de domination des pouvoirs, dans ce contexte-là, c'est quand même malgré tout l'enracinement, hein, qui domine. Le migrant se déplace, mais en termes de pouvoir social, etc., ceux qui ont le pouvoir, ce ne sont pas ceux qui se déplacent, ce sont ceux qui restent, hein, les grandes familles, l'aristocratie, etc. Et donc ça, c'est le premier modèle. Deuxième modèle, donc il faudrait lire l'article parce qu'encore une fois, c'est assez complexe, donc je vous donne juste une idée. Il montre que dans une littérature donc, plus contemporaine, là, ils partent beaucoup de la littérature du 19e siècle, Balzac, etc., et ensuite plus de la littérature, on va dire, après... on va dire deuxième moitié du XXe siècle, ils disent que l'imaginaire de la mobilité change complètement. On n'est plus dans un image de la destination, on est dans un imaginaire de la mobilité pour la mobilité. L'exotisme a disparu, l'ailleurs n'existe plus, tout espace est plus ou moins équivalent à un autre, donc il y a une fin de l'ailleurs. Du coup, on est plutôt dans une mobilité liée à la fuite, et donc liée aussi à un départ passif. Et par contre, le grand changement, et donc là ça renvoie à toutes les théories sociologiques, John Ury, sur la mobilité qui devient fondatrice de la construction sociale, la mobilité est devenue l'attribut de la puissance. C'est aussi tout ce qui est le discours lié à la mondialisation, hein, où la mobilité devient donc cet attribut de la puissance. Alors, moi, ce qui m'intéresse, pour vous expliquer tout ça, c'est que vous allez voir qu'en fait, l'imaginaire migratoire égyptien, il est entre les deux. Hein. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais malgré tout, on est quand même plus proche du A que du B, mais vous allez voir, il y a des mélanges qui se font en termes
d'imaginaire. Donc maintenant, si on en arrive vraiment au corps, enfin, donc ce qu'on apprend quand on voit, quand on lit, quand on regarde ces films et ces romans égyptiens, donc je vais, pour vous démontrer ça, reprendre ce triptyque, et donc indirectement c'est ces 5 items, de territoire, temporalité et identité. Avant, comme j'imagine que vous n'êtes a priori pas du tout familier avec ce corpus, je vous donne juste 2 mots sur le corpus que j'ai choisi. Alors, déjà d'un point de vue de la littérature, en fait, il y a un corpus énorme. Hein, donc, c'est pas du tout un traitement exhaustif. J'ai choisi quelques ouvrages. Pour être très clair, ces ouvrages, je les ai surtout lus soit en français, soit en anglais. J'ai pu aller regarder après dans les textes en arabe, etc. Mais essentiellement, je les ai lus traduits. Ce sont des ouvrages qui sont parus entre les années 90 et les années 2010, donc avant la Révolution. C'est pas le début, il y a toute une littérature aussi sur l'immigration des années 70-80, mais ça sera encore un autre sujet. Ce qui pourrait être évidemment intéressant, c'est de montrer comment les imaginaires se sont transformés. Mais ça, c'est autre chose. Alors bon, là j'ai distingué parce que vous avez des ouvrages dont la migration est le cœur principal. A priori, celui qui est le plus connu pour vous, c'est le roman de Chicago de Hala Laswani, puisque c'est l'auteur de L'immeuble Yacoubian. C'est son 2e roman, et L'immeuble Yacoubian a été beaucoup lu en France, a été un véritable succès, etc. Et donc son 2e roman porte sur la question de l'immigration. Donc j'ai choisi des romans à la fois dont le thème central était l'immigration, et puis d'autres romans qui ne sont pas typiquement sur l'immigration, mais qui sont truffés de motifs récurrents sur cette thématique de l'immigration. Côté film, j'ai choisi donc 7 films. Alors là, évidemment, l'accès est beaucoup moins facile parce que généralement, ce sont des films, vous n'allez pas les trouver en DVD, il n'y a pas forcément de sous-titres, etc. Et donc, c'est là aussi, ces films-là, ils sont tous, en fait, pour vous montrer un petit peu la centralité de ces imaginaires, tous les écrivains qui ont produit les livres que je vous ai montrés, ce sont des écrivains célèbres. Hein, ce sont des thématiques qui sont abordées par des écrivains extrêmement célèbres. Tous les écrivains les plus célèbres d'Égypte ont écrit sur l'immigration. Là, vous avez aussi, alors évidemment, Youssef Chahine, je pense que vous en avez entendu parler, hein, vous avez Youssef Chahine qui a aussi traité de ça, Yousri Nasrallah qui a été souvent présenté comme l'héritier de Chahine, on a vu plusieurs films, notamment Femme du Caire, hein, qui est sorti en France, etc. Donc il a aussi fait un film sur l'immigration. Bon, les autres sont moins connus, mais par rapport à un public égyptien, Adel Imam, qu'on voit ici, c'est l'acteur égyptien le plus connu. L'autre acteur qu'on voit ici, c'est aussi, alors c'est une autre génération, mais c'est aussi un acteur très connu. Donc si vous voulez, il y a vraiment tout ça. Et alors Ahmed Helmi qui est là sur celui-ci, c'est aussi un jeune acteur. Donc tout ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de cette centralité de cet imaginaire, enfin de cette thématique dans l'imaginaire. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que généralement, quasiment, alors pas tous, mais une très grande majorité des réalisateurs et des écrivains ont eux-mêmes vécu l'expatriation. Donc souvent empruntent à leur autobiographie pour construire leur fiction. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, ces 2 corpus convergent. Ils convergent notamment en termes de vision de l'immigration. Vous avez très majoritairement une vision extrêmement négative de l'immigration. Ce que racontent beaucoup de ces films, ce sont des histoires de désillusion. La désillusion que connaissent ces migrants, et qui est une désillusion d'autant plus grande, qui est à la portée, si vous voulez, des rêves qu'ils avaient avant de partir, des rêves de réussite sociale. Mais donc finalement, généralement, ce qu'ils vont trouver, c'est qu'ils vont trouver de mauvaises conditions d'accueil dans les sociétés d'arrivée. Ils vont être soumis à des forts sentiments de nostalgie, de déracinement. Et le discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois très critique sur les pays d'accueil, mais aussi très critique sur l'Égypte. Donc vous avez un double discours critique. Et là, c'est pareil, tant dans le cinéma que la littérature, on est généralement un cinéma plus ou moins engagé et toujours assez critique des 2 côtés du parcours migratoire. Il y a quand même des différences entre les 2 corpus. Une des plus grandes différences, c'est la question de la cartographie des imaginaires migratoires. Je vais y revenir dans un instant, mais en gros, pour simplifier, le cinéma ne s'intéresse quasiment qu'à l'Occident, Europe et États-Unis, et la littérature, c'est beaucoup plus mélangé, mais dans la littérature, le Golfe est beaucoup plus présent. Hein. Alors que, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais la majorité des Égyptiens, 75% des Égyptiens, travaillent dans le Golfe. Hein. Donc,
il y a là une distorsion entre la réalité et les productions, et la représentation de ces espaces dans les productions imaginaires. Il y a aussi une distorsion un petit peu en termes de milieux sociaux représentés. Dans la littérature, vous avez beaucoup plus de professeurs qualifiés, il y a une surreprésentation d'universitaires, d'intellectuels, etc. dans la littérature, alors que dans le cinéma, vous avez beaucoup plus de gens appartenant des classes populaires, etc. Donc là aussi, il y a quand même une distorsion. Juste pour vous donner un petit peu une idée des structures narratives. Alors, je vais parler surtout des films parce que pour les structures narratives de la littérature, c'est beaucoup plus divers. Il y a une très grande diversité. On va dire qu'en littérature, vous avez soit des romans qui se concentrent sur le parcours d'un personnage, généralement un homme, mais vous avez aussi beaucoup de romans qui sont polyphoniques, qui racontent l'histoire entremêlée de plusieurs personnages. Et ça, c'est quand même c'est plutôt la norme. Et vous avez même un roman qui est le roman L'Arche de Noé, de Khaled El-Khemissi, qui est un roman composé en, je ne sais plus, 12 ou 13 chapitres. Ces 12 ou 13 chapitres correspondent à autant de personnages que des trajectoires de migration, et dont les trajectoires, évidemment, sont imbriquées les unes dans les autres. Hein. Mais donc, on va dire, une structure plutôt éclatée autour de plusieurs personnages dans la littérature, et une structure narrative plutôt resserrée autour d'un personnage principal, un héros, généralement un homme, enfin, oui, j'ai des contre-exemples, mais souvent des hommes, et qui, selon si vous voulez, la structure narrative est globalement assez simple. Alors là, dans ce film Hello America, vous avez un héros, Bahit, qui part avec sa future fiancée, mais ils ne sont pas encore mariés. Justement, pourquoi est-ce qu'ils partent aux États-Unis? Leur objectif, c'est de se marier. Mais en Égypte, pour se marier, on a besoin d'une certaine somme d'argent, donc il faut devenir riche. Donc on part aux États-Unis pour devenir riche et pouvoir se marier. Et là, toute leur histoire, ça va être l'histoire d'une succession d'échecs, et la fin se termine où, en fait, ils ont rien gagné, ils sont repartis aussi. On voit là une des scènes finales. Vous avez Adila qui est en robe de mariée. Donc ils étaient sur le point de se marier, ils étaient sur le point d'avoir gagné. Ils avaient des sacs remplis de millions de dollars. On voit le dernier sac qui leur reste. Et en fait, ils sont poursuivis par toute une série de gens. Et donc la fin se termine. Ils ont jeté l'argent derrière eux. Ils courent, ils essayent de s'échapper à des brigands. Ouais. Bon, donc ça se finit très mal. Et alors, donc là, évidemment, j'ai repris, je ne l'ai pas cité, mais le schéma structuraliste de Greimas. Et je vais revenir sur l'idée des opposants, mais on va repartir sur un autre film, Hammam fi Amsterdam, qui est là aussi l'histoire d'un héros, pareil, classe populaire, même structure, qui veut se marier, qui veut devenir riche. Donc lui, il part donc à Amsterdam. Et alors là, la structure narrative est plus équilibrée au sens où il y a des gens qui vont l'aider dans sa quête, et il y a des gens qui vont s'opposer. Alors qu'est-ce qui va l'aider? Un autre Égyptien, Adriano, qui est copte. Et alors là, c'est fondamental parce que là, ce qui est mis en exergue, c'est le mythe ou la structure fondatrice pour l'imaginaire national égyptien. Hein, vous savez qu'il y a une population chrétienne copte qui est en termes de démographie, qui représente à peu près 6% de la population, qui n'est pas très, très nombreuse, mais qui est fondamentale. Et donc tout l'imaginaire national copte est basé sur cette unité entre coptes et musulmans. Donc là, alors évidemment, le copte, il est copte, donc il est quand même très occidentalisé. Hein, donc il est décrit comme occidentalisé, mais il va quand même aider Hammam à devenir riche, etc. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre jeune femme, Rokhaya, qui elle est maroco-néerlandaise, donc c'est une enfant de couple mixte. Et ce qui est fascinant dans le cinéma égyptien, c'est que les personnages positifs issus de couples mixtes sont tous arabo-européens ou arabo-américains, mais ne sont jamais égyptiens. Les enfants de couples mixtes égyptiens sont toujours décrits de façon négative, comme ayant renié leurs valeurs égyptiennes, étant devenus complètement occidentalisés, et donc négatifs. Là, on a un personnage positif, mais elle est pas égypto-néerlandaise. Et alors, qu'est-ce qui aide Hammam au début quand il arrive? Il a un cousin occidentalité, son cousin qui est marié à une européenne, qui va l'aider au départ, et qui finalement va se révéler, non, finalement il n'est plus égyptien, donc il n'a plus les valeurs de la famille, et donc finalement à la fin, il va... alors non, c'est dans l'inverse, il commence à l'aider, après il va être contre lui, mais quand même, comme il y a une happy end, à la fin il va finalement être un petit peu sympa avec lui, et il va à nouveau l'aider à atteindre sa quête. Par contre, ce qu'on voit, et là ce qui structure, je n'aurai pas le temps, mais il y a tout aussi une géopolitique à faire de ces films, parce que du coup la question d'Israël, elle est fondamentale, elle est présente à chaque fois. Et donc là, s'il y a quelqu'un qui s'oppose foncièrement à cette ascension sociale de Hammam, c'est un Israélien,
Et donc là, il y a aussi toute une histoire, un moment fondateur où donc Yuda dit, mais en fait, les pyramides, ça a été créé par nous, les Juifs, etc. Donc vous voyez le mythe national de la pyramide qui est tout d'un coup revendiqué par un Israélien, vous imaginez le traumatisme. Et donc lui, c'est vraiment le très méchant qui va être tout le temps très méchant et s'opposer à lui. Donc là, ça vous montre bien un petit peu Et alors je dis ça pour le comparer à l'autre, Hello America, où là on retrouve exactement la même structure. Il y a aussi l'oncle occidentalisé qui va ne pas les aider. Alors là, il y a l'apparition d'une autre figure, les islamistes, qui vont faire semblant de les aider, mais en fait, évidemment, c'est pour les exploiter. Et alors là, c'est assez intéressant aussi, parce que du coup, il y a une vision extrêmement stéréotypée, extrêmement négative, donc ça montre aussi un petit peu le côté, on va dire, xénophobe de cette culture populaire égyptienne, et donc une vision très caricaturale des Afro-Américains. Bon, c'était un petit peu pour détailler, parce que là, du coup, moi aussi, je vais être obligée de raccourcir. Mais au moins, vous avez une idée de la façon dont sont structurés ces films. Alors, si je reviens à l'idée de la cartographie des imaginaires migratoires, et ce déséquilibre, donc finalement, entre un golfe qui est central dans l'immigration et finalement qui est beaucoup moins représenté. Donc dans mon corpus, rien n'évoque le golfe directement, en termes de cinéma. Alors évidemment, on peut peut-être évoquer, là aussi, ça peut être lié aux conditions de production. C'est beaucoup plus facile d'écrire et d'avoir un discours un peu critique sur le golfe, parce que généralement, encore une fois, ces discours sont très critiques. Au cinéma, c'est beaucoup plus compliqué à faire. D'abord parce qu'il faudrait pouvoir tourner, et donc vous imaginez bien que tourner dans le golfe avec une dimension critique, il y a une question de censure très forte. Il y a un deuxième point aussi, c'est que le cinéma égyptien est fortement financé par de l'argent du Golfe. Donc on peut imaginer que l'argent du Golfe n'est pas tellement envie de financer ce genre de film. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer, liées aux conditions de production de ces œuvres culturelles. Alors bon, là je vais juste résumer, mais en deux mots, quelle vision du Golfe trouve-t-on dans, là, essentiellement la littérature? On a une vision là aussi extrêmement négative. Et qu'on peut résumer en fait aux désillusions du panarabisme. On pourrait imaginer qu'en raison de la proximité culturelle, et la question du fait que les Arabes sont censés former une seule nation, selon leur vocabulaire, en fait, ce que décrivent ces romans, ce sont au contraire les romans d'une désillusion. Et donc, il y a une critique extrêmement forte, des applications trop rigoristes de l'islam, des violences faites aux femmes dans ce contexte-là, mais aussi de tout le système d'exploitation extrêmement fort des immigrés, qu'ils soient arabes ou pas, et donc du système totalement injuste de la kafala, qui impose une ségrégation entre autochtones et immigrés. Bon. Côté Occident, c'est beaucoup plus ambivalent. Donc prenons les États-Unis, qui sont quand même le cœur de cet imaginaire. Les États-Unis sont présentés de façon ambivalente parce que d'une part, ils sont présentés très clairement comme un pays de liberté. Et donc notamment dans un roman, par exemple le roman de Chicago, c'est écrit avant donc, la Révolution, les États-Unis, ça va être le moment où, le lieu où une contestation du régime autoritaire de Moubarak va être possible, puisque toute la trame du récit s'organise autour de l'organisation d'une manifestation contre la venue du président égyptien aux États-Unis. Donc c'est clairement le pays des libertés. Mais dans le cas de Chicago, et ce qu'on voit partout, c'est le racisme extrêmement fort, à la fois contre les Afro-Américains, contre les Arabes. Alors, c'est là où j'aimerais vous montrer, et sur l'insécurité. Alors là, j'avais quand même envie, parce que c'est un peu compliqué de parler d'un film sans vous montrer à quoi il ressemble. Donc, je voudrais juste vous montrer un tout petit extrait de ce film dont je vous ai parlé, le premier Hello America, qui se passe aux États-Unis. Enfin. Alors, où est-ce qu'il est? Là, je pense que vous aurez un problème de son. Attendez. Tu vois, on entend rien. Bon, en plus, c'est pas sous-titré. Donc, je vais vous. Je vais traduire après. Bon, alors, je vous le repasse en vous le traduisant. Donc, l'avion atterrit, il sort un sac,
Il y a une sauce égyptienne, typiquement égyptienne. Et donc le garde dit, il y a une bombe bactériologique ici, arrêtez tout, appelez la tour de contrôle. Elle lui traduit. Il lui dit non, on n'est pas des terroristes. Et il lui dit comment est-ce qu'on dit terroriste. Elle lui dit je sais pas. Alors il dit we are not, I don't know. Bon, il y a tout un jeu évidemment sur eux. Comment ça, I don't know? Non, on est des Égyptiens, on est bon bien, on est des gens bien. Et là il dit et c'est un complot sioniste contre les Arabes. Donc à partir du moment où donc, vous voyez les gens entendent qu'ils sont arabes, donc tout le monde part en courant. Alors ce qui est intéressant, pourquoi je vous montre ça, c'est un film qui est tourné en 98, donc on est avant en 2001. Hein, donc c'est pour vous montrer aussi que dans l'imaginaire égyptien, cette image de l'arabe terroriste, elle est aussi très fortement ancrée. Alors évidemment ça a empiré après, mais là on est quand même avant le World Trade Center. Et donc là, elle lui dit, mais en plus, tu leur as dit qu'on était des Arabes. Et là, il dit, mais ils ont compris ce que je disais en anglais. Donc ça veut dire qu'ils ont compris mon anglais, quoi. Donc il était tout, il est tout content. Donc c'est une petite. Bon, pour vous montrer. Donc ça, c'est un film évidemment extrêmement populaire. Je vous montre pas le meilleur de la qualité cinématographique égyptienne, mais c'est pour vous montrer un petit peu un film qui a été énormément vu. Alors, si on revient maintenant. Vous me laissez combien de temps encore? Parce que si je vais peut-être raccourcir un petit peu. Quoi, encore 10 minutes? Ouais. Bon, là, je vais pas m'attarder. L'Europe, en fait, est un petit peu... est représentée de façon un peu plus clémente, en fait, hein, un peu plus positive, avec parfois cette image d'une Europe beaucoup plus proche de l'Égypte que les États-Unis. Bon, et donc là aussi, il y aurait toute une analyse géopolitique à faire, hein, mais on voit bien la relation extrêmement compliquée entre l'Égypte et les États-Unis. L'Égypte étant devenue en fait la nouvelle tutelle. Hein, vous savez que par exemple l'Égypte est le deuxième pays aidé financièrement par les États-Unis après Israël. Donc il y a une aide financière américaine à l'Égypte extrêmement forte. Et donc là, c'est toutes les ambiguïtés de cette relation entre Égypte et qui, par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une dimension postcoloniale, au sens où la Grande-Bretagne, hein, la puissance coloniale, est très peu représentée. Tant dans la littérature que dans le cinéma, elle apparaît quasiment pas, mais donc c'est les États-Unis qui ont un petit peu repris. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette image de... Qu'est-ce qui s'est passé? De la puissance, on va dire néocoloniale. Bon, là, j'aurais beaucoup de choses à dire, évidemment, mais je vais un petit peu accélérer. L'idée juste que je voudrais que vous reteniez, qui est aussi liée à cette idée de discours extrêmement négatif, c'est qu'on a le sentiment que tous ces auteurs se donnent pour mission en fait de décourager l'immigration. Hein. Et donc en gros, on pourrait dire qu'ils sont en train d'écrire contre l'espèce de fable migratoire, contre le mythe de l'Eldorado, en leur disant mais ne partez pas, vous ne trouverez que une succession de désillusions. Et là, alors bon, tout ça, je vous ai parlé de l'imaginaire donc des pays d'arrivée. Il y a aussi évidemment un imaginaire très fort de l'Égypte, puisque les personnages qui sont décrits comme vivant de façon assez isolée dans les sociétés d'accueil, et donc il y a un discours très fort sur la nostalgie, le sentiment de l'exil. Bon, j'ai pas trop le temps de développer, mais c'est extrêmement présent. Alors, donc ça c'était pour la partie sur les territoires. La partie sur les temporalités, je dois juste souligner 3 points, très rapidement, parce que ça je pense que vous l'avez compris. En fait, très souvent, alors que vous avez beaucoup d'Égyptiens qui partent, et qui partent de façon définitive, qui entendent bien s'intégrer dans leur pays d'accueil, hein, ici la migration est toujours décrite comme temporaire, elle est forcément temporaire. Et ce qui est mis en scène, c'est toujours un très fort attachement à l'Égypte. Donc là, une citation, « L'Égypte est mon pays, mes racines prospèrent dans sa terre depuis des milliers d'années, comment pourrais-je m'en détacher ?» Et là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage à qui Khaled Ramissi fait dire ça, c'est un copte. Hein, donc ça montre bien aussi cet attachement très fort, indépendamment évidemment de la religion. Comme je vous l'ai un petit peu souligné tout à l'heure, en fait, on n'a jamais de récit
positif d'assimilation ou d'intégration plutôt. Et alors là, dans Chicago, vous avez deux modèles extrêmement forts, deux profs d'université qui sont venus, donc qui sont présents aux États-Unis depuis une trentaine d'années, et qui sont tous les deux mariés à des Américaines. L'un va finir par se suicider parce qu'en fait, il s'aperçoit qu'il ne souhaite qu'une chose, c'est retourner en Égypte. Il s'aperçoit que ce retour est impossible, et il s'enferme dans son passé, il s'enferme dans sa cave. Enfin, donc, du coup, ça prend une dimension psychiatrique. Et en fait, il revit ces moments où il est parti, et il revit ces moments très forts avec son ancien petit ami de l'époque, qui lui dit, mais celui qui part est un traître. Donc lui, si vous voulez, il représente la figure du traître, qui finira par se suicider. Vous avez un autre personnage de l'université égyptien, qui lui représentait la figure de l'assimilation. Était quelqu'un qui avait complètement renié son appartenance égyptienne, qui était extrêmement islamophobe, avait des discours extrêmement xénophobes, etc. Très américain. Avait donc une fille qui va mourir d'overdose, et avant de mourir d'overdose, sa fille lui dit le moment est venu que tu saches ce que je pense de toi, tu es un imposteur, qu'est-ce que tu es, égyptien ou américain, toute ta vie tu as voulu être américain et tu as échoué. Et donc là, il y a donc ce conflit intérieur qu'il essaie de masquer entre sa volonté de s'intégrer et le fait que malgré tout, il n'arrivait pas à être complètement américain. Donc là, vous avez la figure du traître contre la figure de l'imposteur. Donc, en gros, voilà, l'intégration n'est pas possible. Et pour vous dire aussi que du coup, ça se matérialise par l'omniprésence du retour. Non seulement vous avez beaucoup de films en fait qui ne portent que sur le retour et la question de comment reviennent les émigrés, mais aussi, même dans le cas d'un film qui se passe en très grande majorité dans le pays d'accueil, typiquement Hammam puis Amsterdam, où là on a un rare récit d'ascension sociale, donc on a une rare happy end, mais même si le personnage réussit, la dernière scène est son retour, il retourne à l'aéroport, etc., il est accueilli par sa famille, et donc là on voit bien que le retour il est structurant dans cet imaginaire. Alors, troisième volet, la question des identités. Alors là, la liaison migration et identité, elle est omniprésente partout. Je vais aller un peu vite parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais je vais la décliner selon 4 échelles. Donc l'échelle de l'individu, de la famille, de la société et de la nation. Alors l'échelle de l'individu, c'est la thématique de la perte de soi qui est omniprésente. Donc il n'y a que des histoires de corps qui souffrent dans l'exil, de gens dépressifs, de gens amnésiques. La question de la mémoire est centrale. Alors, j'ai pas le temps de tout développer, mais on pourra le développer si vous voulez dans les questions. Pour vous donner un petit peu cette question la question des corps, par exemple, dans l'Arche de Noé, vous avez l'histoire d'un jeune homme, Ahmed, qui est amoureux d'une jeune femme, Hagar, mais parce qu'il veut absolument partir aux États-Unis, il rompt avec elle, et il rompt avec sa petite amie pour pouvoir épouser une américaine qu'il a rencontrée sur Internet, et parce que cette américaine va lui donner accès à la nationalité américaine. Donc il rompt avec sa petite amie, il part épouser cette américaine, mais du coup cette Hagar va elle-même partir aux États-Unis pour suivre Ahmed, et va elle-même se marier avec un égypto-américain pour pouvoir partir aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a toute cette transaction autour des corps qu'on sacrifie pour pouvoir accéder à ces stratégies migratoires. Alors évidemment, je ne vais pas le temps de développer non plus, mais vous avez toute la question du Golfe à l'Occident est traversée par la question du corps des femmes. Je n'ai pas le temps de développer, mais à chaque fois, soit c'est le corps oppressé des femmes dans le Golfe, soit c'est le corps menacé par une libération excessive des mœurs en Occident. Je développe parce que ça c'est un peu moins connu, il y a quand même beaucoup de choses aussi sur le corps des hommes. Et donc vous avez un roman qui est assez extraordinaire parce que autant, je ne l'ai pas dit, mais tous les romans sont empreints dans la veine du réalisme social. Là, il y a un roman qui est un peu plus dans le domaine de l'utopie, d'un réalisme magique. Vous avez un roman qui se passe dans un émirat, qui n'est pas nommé. Et le cadre de ce roman, c'est qu'en fait, donc vous savez que ces émirats, vous avez une très faible population locale. Généralement, ils sont minoritaires, moins de 10%. Et donc là, le romancier imagine un moment où tous les nationaux auraient quitté l'émirat. Il n'y a plus un seul national. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Coupe du Monde de football en France. Et l'équipe de l'émirat est sélectionnée en France. Donc tous les nationaux sont invités à partir soutenir leur équipe de foot. Donc les immigrés se retrouvent tout seuls dans l'émirat. Donc on pourrait dire, il n'y a plus l'oppression des nationaux, etc. Eh bien non, l'oppression est toujours là, l'élimination est toujours là, et notamment cette oppression, elle se caractérise par l'impuissance sexuelle. Donc il y a c'est la thématique centrale, cette impuissance sexuelle des hommes qui dit évidemment l'aliénation économique. Et vous avez encore un autre roman, je ne l'ai pas mis dans mon corpus, mais qui lui qui s'appelle El Ratel, qui est donc
qui veut dire le chômeur, mais qui a aussi cette image d'impuissance, qui est aussi exactement tournée autour de ce même thème. Donc le thème est extrêmement fort. Bon, je passe sur toute la question de l'individu, mais encore une fois, c'est très fort. La question de la famille. Du coup, l'émigration menace directement la famille. Évidemment, dans une société comme l'Égypte, la famille, elle est fondatrice de l'ordre social. Donc notamment, ce qui est très fréquemment évoqué, c'est la migration qui détruit les rapports familiaux, avec un père souvent qui n'est pas là, des enfants qui sont élevés loin de lui, vous avez des enfants qui ne reconnaissent plus leurs parents, etc. Généralement des femmes qui trompent leur mari, et moins souvent l'inverse, mais bon, là aussi il y a un petit biais. Le thème de l'argent qui pervertit les rapports familiaux. Dans un roman qui s'appelle L'autre pays, vous avez une famille qui cache, enfin des frères et sœurs qui cachent à leurs frères la mort de leur mère, pour éviter qu'ils ne rentrent et pour éviter qu'ils cessent de leur rendre, parce que donc évidemment l'émigré renvoie de l'argent à l'étranger, à sa famille, pardon, ce qu'on appelle les transferts d'épargne. Et donc là, il y a toute une histoire sur, en fait, pendant très longtemps, il cache la mort de la mère pour surtout qu'ils ne rentrent, enfin, éviter qu'ils ne rentrent et pour qu'ils continuent à leur envoyer de l'argent. Donc il y a aussi toute cette thématique autour de l'argent qui va faire perdre les valeurs morales, entre guillemets, typiquement égyptiennes. Et puis il y a une autre thématique qui est très forte, qui est celle en fait du rôle en fait des émigrés dans la société quand ils reviennent. Hein, et donc là aussi c'est très fréquent, notamment sur la réislamisation de la société égyptienne. Et donc là c'est évidemment très souvent lié, enfin c'est uniquement lié au retour du Golfe et notamment d'Arabie Saoudite. Bon, donc finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que on pourrait penser que cette thématique de l'immigration, elle traite beaucoup de l'altérité. En fait, non, l'altérité n'est quasiment pas représentée, très peu, ou alors de façon très très stéréotypée. Et par contre, ce qui intéresse beaucoup plus les romanciers et les cinéastes, c'est plutôt la question de l'identité. Qui on est quand on est égyptien, qu'est-ce qu'on devient quand on s'éloigne de son territoire national d'origine. Donc ça, c'est la question fondamentale. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, l'imaginaire national, il est constamment travaillé, hein, contrairement aux sociétés européennes qui sont dont l'imaginaire national est très travaillé par l'immigration. Là, en Égypte, on a un sentiment inverse d'un imaginaire national totalement travaillé par l'émigration. Et donc là, bon, il y a un film qui est très intéressant qui s'appelle c'est la Raswad, qui est c'est le nom de la mélasse, un miel. Un type de miel, qui est lui uniquement centré sur le retour au pays d'un Égyptien qui a vécu 20 ans aux États-Unis et qui rentre chez lui. Et donc là, toute l'histoire, c'est c'est comment il va se réintégrer, comment il va arriver à redevenir égyptien. Et donc c'est très très intéressant, parce qu'évidemment au début, là pour le coup, il est représenté comme radicalement différent. Il n'est plus égyptien, il parle égyptien avec un accent extrêmement fort, donc il y a la question de la langue qui est toujours... Alors ça, j'en ai pas parlé, mais une des façons de montrer l'altérité, c'est la langue. Hein. Et donc là, la première scène, quand on voit... Et alors en plus, pour vous montrer un peu le sens de l'allégorie, le personnage s'appelle Masri al-Arabi. Donc ça veut dire, son prénom c'est égyptien arabe. Hein, donc ça vous montre, c'est un peu... C'est pas hyper subtil, donc voilà, l'allégorie, elle est claire, il représente, il y a une représentation de l'Égypte. Et donc en fait c'est un film binaire, dans une première partie, il va être exposé à tous les choses les plus affreuses de la société égyptienne, donc il y a un aspect critique très fort. Et tout le jeu est sur le jeu de l'identité, parce qu'en fait, il rentre avec son passeport égyptien. Il a la double nationalité, mais il rentre avec son passeport égyptien. Et il va comprendre la valeur du passeport. Et en fait, il a oublié son passeport américain. Il va comprendre qu'un passeport américain n'a absolument pas la même valeur en Égypte, et que les Américains sont beaucoup mieux traités que les Égyptiens. Hein, donc il y a tout ce jeu-là. La première partie, il lui arrive que des malheurs. Et donc évidemment, il veut rentrer aux États-Unis. Et la deuxième partie, il va découvrir petit à petit les bons aspects de la société égyptienne. Et évidemment, il va vouloir rester toute sa vie. Donc c'est une histoire heureuse d'une réintégration, comment il redevient égyptien. Et ce qui est fondamental, c'est que là, du coup, l'allégorie, le sujet de son retour, c'est qu'il revient, il a perdu son père, donc il n'a plus de famille. Mais il revient, il retrouve son quartier, et il retrouve en fait ses voisins. Et donc là aussi, souvent, c'est la famille qui va représenter la nation, mais là, c'est le voisinage, l'entraide, la solidarité entre voisins qui va représenter ces aspects extrêmement positifs de la société égyptienne. Donc là, évidemment, c'est mieux de rentrer. Il y a tout un discours à la fin presque philosophique sur le fait que c'est mieux, en dépit de toutes les catastrophes qui existent en Égypte et de la vie extrêmement dure en Égypte, vous avez toute une sorte de morale un petit peu lourde en disant mais en fait, il n'y a rien de mieux que de vivre en Égypte en dépit de toutes les calamités. Deuxième type de discours, Youssef Chahine, qui dans sa trilogie sur Alexandrie, il a fait 4 films sur Alexandrie.
Et il y en a un qui s'appelle Alexandrie de New York. Et donc là, on voit très bien ce parallèle-là. Alors là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que alors, lui, il joue sur une triple identité. Il montre donc il enchevêtre l'identité arabe. Et donc là aussi, l'identité arabe, elle se définit comment? Elle se définit d'abord en opposition à Israël. Donc il y a énormément de références à Israël. L'identité égyptienne. Et puis lui, comme il est évidemment d'Alexandrie, etc., il est beaucoup sur le mythe du cosmopolitisme alexandrin, etc. Et donc chez lui, cette triple identité est complètement enchevêtrée, mais alors est là pour signifier en fait une opposition radicale avec les États-Unis, parce que là aussi la vision des États-Unis est extrêmement caricaturale, bon, pour glorifier cette triple identité arabe, égyptienne et alexandrine. Alors, dans le un peu moins caricatural, on a quand même d'autres types de visions, et je pense notamment à cette vision de Yusri Nasrallah, qui est plus par rapport aux deux schémas que je vous ai montrés initialement, du côté la deuxième constellation, où pour lui il y a vraiment une fin de l'ailleurs, il y a donc un désenchantement, il n'y a pas vraiment d'exotisme, et il fait dire, où que tu ailles, tu trouveras la même chose. Et donc finalement, effectivement, là encore, l'émigré n'a rien à gagner à immigrer, parce que finalement tout est équivalent partout. Mais là, ce qui est très fort, c'est l'appartenance à la ville. Et donc ça se passe au Caire et à Paris. Et donc là, il y a vraiment un travail sur l'identité liée à une ville. Alors on pourrait appeler ça une sorte de transnationalisme, mais en creux, parce que du coup ça définit négativement. Et en plus, ce qui est prégnant, c'est quand même le film de Yusri Nasrallah se finit par un retour en Égypte. Et le héros qui était comptable, qui rêvait de devenir acteur, finit... À la dernière scène est comme ça, donc c'est fini par être acteur en Égypte. Donc là aussi, la réussite se fait en Égypte. Un autre roman de Michal Tahawi, qui elle est aussi un petit peu comme Nasrallah, en fait, où il y a toute une histoire, qui est aussi une histoire très dure d'un déclassement, une femme qui... Alors là, il y a tout un travail sur l'écriture, une femme qui rêve d'écrire, qui fuit l'Égypte parce que son mari l'a trompée, elle divorce, etc. Et donc va s'installer aux États-Unis, elle rêve de devenir écrivain, elle n'arrive pas à écrire, elle est soumise aussi à des problèmes d'amnésie, etc. Et elle se promène beaucoup dans la ville. Donc là aussi, ce roman-là s'inscrit un petit peu dans le deuxième modèle que je vous ai démontré. Il y a énormément de scènes de promenade, elle se promène énormément dans New York. Il y a tout un parallèle en fait entre ces lieux qu'elle visite à New York, dans lesquels elle se promène, et les lieux de son enfance, qui sont un village bédouin. Donc là aussi, on voit bien que le lien avec l'Égypte se fait par le lieu de l'enfance, le village bédouin, mais avec un parallèle. Et la petite phrase que je vous ai mise là, c'est une phrase qui est elle va dans un restaurant chinois, et dans une petite nouille chinoise, il y a un petit message, et ce que lui dit le message, c'est « ce qui t'attend n'est pas meilleur, ce que tu as laissé derrière toi ». Donc c'est la même idée que finalement... Rien de bon à trouver dans l'immigration. Bon, je voulais vous parler de mes questions de méthodologie, mais je pense qu'elles peuvent surgir si ça vous intéresse dans la question, et donc je vais m'arrêter là. Voilà, merci.